Nous sommes le jeudi 24 avril 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. Les États-Unis accentuent la pression sur Haïti pour la réalisation des prochaines élections. Dans une note rendue publique ce jeudi 24 avril, l'ambassade des États-Unis rappelle que dans le projet de loi de finances du Congrès américain voté en janvier dernier, il est indiqué que l'aide financière au gouvernement haïtien ne sera pas décaissée tant que des mesures ne sont pas adoptées pour l'organisation des élections. La représentante de la Floride à la Chambre des représentants, Lena Ros-Lehtinen, juge inacceptable les retards enregistrés dans le processus électoral. Il est temps que les sénateurs haïtiens votent les amendements à la loi électorale, ajoute Mme Lehtinen, soulignant que le Congrès américain suit de près le processus alors qu'il examine son programme d'assistance étrangère. Le débat était houleux mercredi au Sénat sur le nouveau gouvernement qualifié d'anticonstitutionnel par des sénateurs de l'opposition, arguant que l'arrêté de nomination fait état de la démission des membres du cabinet ministériel. L'Assemblée des sénateurs a par ailleurs approuvé à l'unanimité la proposition de loi sur la traite des personnes. Lancement ce jeudi d'une opération antiterroriste pour tenter de reprendre les villes de l'Est ukrainien contrôlées par des séparatistes pro-russes. 5 d'entre eux auraient été tués selon le ministère ukrainien de l'Intérieur. Vladimir Poutine assure que si l'armée ukrainienne s'en prend aux séparatistes pro-russes, il y aurait des conséquences. Et puis l'actualité sportive, le retour gagnant de l'Américain Michael Phelps, l'athlète le plus titré de l'histoire olympique, a remporté sa série du 100 mètres papillon du Grand Prix de natation de Mesa en Arizona à ce jeudi pour sa première compétition depuis les JO 2012 de Londres. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Deux chefs, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, les États-Unis accentuent la pression sur Haïti pour la réalisation des prochaines élections. Dans une note rendue publique ce jeudi 24 avril, l'ambassade des États-Unis rappelle que dans le projet de loi de finances du Congrès américain voté en janvier dernier, il est indiqué, nous citons, qu'aucun des fonds convenus dans ce projet de loi ne pourra être disponible pour assistance au gouvernement central d'Haïti jusqu'à ce que le secrétaire d'État certifie aux commissions de finances du Congrès américain Haïti est en train d'adopter les mesures pour l'organisation d'élections parlementaires libres et honnêtes en vue de former un nouveau Parlement haïtien. Fin de citation. Il est temps que les sénateurs haïtiens votent les amendements à la loi électorale en application à l'accord d'El Rancho afin que le cap puisse être mis sur les élections en Haïti, a déclaré Lena Ros-Lehtinen, la représentante de la Floride à la Chambre des représentants. Madame Lehtinen, qui était en Haïti le mois dernier, juge inacceptable les retards enregistrés dans le processus électoral, soulignant que l'exécutif et la Chambre des députés ont déjà respecté leurs engagements. Dans cette perspective, la présidente du sous-comité chargé à la Chambre des représentants des questions relatives au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord soutient que les élections sont essentielles pour préserver le processus démocratique en Haïti et que le Congrès américain suivait de près ce processus alors qu'il examine son programme d'assistance étrangère. Le Premier ministre Laurent Lamothe encourage les participants au dialogue interhaïtien à respecter les engagements dans le cadre de l'accord du 14 mars. Il a fait ses déclarations lors du conseil du gouvernement tenu mercredi soir. Le chef du gouvernement soutient que c'est dans un souci de réaliser le scrutin cette année que l'exécutif a joué sa partition en mettant sur pied un gouvernement d'ouverture et en installant les membres de la Cour des comptes. Les élections constitue un passage obligé, a souligné Laurent Lamothe. Pour nous, gouvernement, élection yo incontournable. Donc, c'est pour ça que nous décidons un accord. Côté de mettre tout le monde ensemble autour d'une table
de manière historique, côté que nous signons un accord, côté que tout le monde d'accord pour être dans une direction, moyennant que chaque parti te respecté certains engagements. Dans le mouvement ça, le président de la République, il a assuré que dans le délai, non seulement engagement, mais délai que pour le prendre engagement respecté. Et c'est comme ça que nous venons au gouvernement d'ouverture qui tout ministre clair. Et les vins tout, non seulement ça, ils viennent débloquer plusieurs autres problèmes pour aller pour une chita gouvernement, son base politique qui est beaucoup plus large, côté qui a beaucoup plus de compétences et qui est bon pour le pays. Donc nous devons faire un gouvernement d'ouverture. T'es une question de publication de membres du supérieur des comptes, ça a été fait. Tout ça pour nous aller vers les élections. Parce que tout ça n'a fait là, seul gens pour nous pérenniser, c'est à travers la démocratie. À travers la démocratie. Et démocratie, pour nous gagner, il faut une élection. Donc, dans ce sens-là, le président fait un pile concession et un pile monde l'autre fait un pile l'autre concession, tout. Donc, nous devons faire un bilan de toute étape qui passe pour côté le 14 mai 2011 et côté nous aujourd'hui et chaque étape qui prend pour nous arriver là. Une séance s'est déroulée mercredi au Sénat de la République. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Le vote de la loi sur la traite des personnes, la ratification du choix de Daniel Supplice comme ambassadeur d'Haïti en République dominicaine et l'amendement de la loi électorale. L'Assemblée des sénateurs a approuvé le rapport de la Commission des affaires sociales présenté par son président Maxime Roumer. Ce dernier a fait remarquer la nécessité pour chaque État qui a ratifié le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, les femmes et les enfants en particulier, ainsi que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale de prendre des mesures pour lutter contre le phénomène de la traite des personnes. Un extrait de son intervention suivie de celle du président du Sénat, de Simon Dera. La proposition de loi sur la lutte contre la traite des personnes, votée par la Chambre des députés en séance publique du mercredi 28 août 2013, a été transmise au Sénat afin qu'elle poursuive la procédure législative devant aboutir à son vote par les deux chambres du Parlement haïtien. Cette première initiative de la Chambre des députés pour lutter contre ce fléau qu'est la traite des personnes apparaît sans nul doute à la suite de la section par le Parlement haïtien du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. En effet, la ratification de cette convention, de ces protocoles oblige l'État haïtien à prendre des mesures pour lutter contre le phénomène de la traite des personnes. C'est donc par l'adoption de mesures législatives que l'on peut lutter de manière plus efficace contre le problème grave que constitue cette traite. Ces mesures législatives doivent être obligatoirement, doivent comprendre des dispositions relatives à la prévention, la protection et l'assistance aux victimes, la poursuite judiciaire et la participation de la société civile. Messieurs les honorables sénateurs, la Commission des affaires sociales du Sénat, suite à cet exposé et fort des analyses et considérations qui y sont contenues, a l'honneur de recommander à cette auguste Assemblée de bien vouloir accorder votre faveur le texte de la proposition de loi et de recueillir des statistiques nationales, régionales et mondiales sur le phénomène. Le bureau prend acte du dépôt du rapport de la commission et du même coup met ce rapport en discussion. Le rapport tel qu'il lu par le président de la commission est mis en discussion. Le rapport en discussion. En discussion. Le rapport est adopté. Voilà.
adopté à l'unanimité mercredi. Si le premier point a été ratifié en quelques minutes, les deux autres n'ont pu être débattus. Les pairs conscrits s'étant livrés à de véritables discussions, débats houleux autour de la constitutionnalité de l'actuel gouvernement. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a qualifié le gouvernement d'ouverture de Laurent Lamotte d'anticonstitutionnel, arguant que l'arrêté de nomination fait état de la démission des membres du cabinet ministériel. Aussi a-t-il assuré qu'il ne peut ratifier un ambassadeur ni voter aucune proposition de loi d'un gouvernement anticonstitutionnel. Son collègue Wenceslas Lambert, proche du pouvoir, a lui indiqué que le moniteur du 2 avril parle de la démission du cabinet et non du Premier ministre Laurent Lamotte. Et le sénateur Pierre Franqui exige de répondre que le Premier ministre fait aussi partie du cabinet ministériel. Dans la date 2 avril 2014, là, dans le journal officiel Moniteur, nous constatons la démission du cabinet ministériel et la formation de nouveaux gouvernements. Conformément à l'article 137.1 de la Constitution amendée, cette démission met fin aux fonctions du Premier ministre. Ils ont installé en violation flagrante de l'article 172 de la Constitution. M'a posé tête ma question. Est-ce que nous, le gouvernement, nous pas qu'à parler de ratification des ambassadeurs? Nous pas qu'à voter rien que le gouvernement ça a présenté ben nous parce qu'ils ont un flagrant à la Constitution. Gagné, ils ont arrêté de sortir. Un moniteur qui sortit d'où il parle de qui ça? Il parle de démission cabinet. Démission cabinet, pas démission Premier ministre. Logiquement, il pas démission Premier ministre. Le Premier ministre fait son cabinet. En commun accord. Motion président. Monsieur, attention, oui. Motion président. Le Premier ministre fait son cabinet en commun accord avec le président de la République. Si le Premier ministre là présente lettre de démission au chef de l'État, à ce moment-là, on peut qualifier comme Premier ministre démissionnaire. Une fois démissionnaire, le Premier ministre, eh bien, tout le cabinet a démissionné. Ben, c'est lui le chef. L'article 155. Le gouvernement se compose du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Vu la démission des membres du cabinet ministériel, il va dire la démission des ministres, collègue Lambert, ni certains ministres. Vu la démission des membres du cabinet ministériel, dans l'arrêté il est clair. Collègue Lambert, pas parler. Pour qu'on ait envie de faire mon collègue Lambert. Pourquoi dire ça que le Premier ministre va démissionner? Et en même temps, il a ajouté président. Et en même temps, il a ajouté président, considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau cabinet ministériel. Autre point de l'actualité, l'inauguration ce jeudi des nouveaux locaux du Centre de formation technique et professionnelle d'Haïti, Canada Technique. Les nouveaux bâtiments ont été construits grâce à un appui du gouvernement canadien à travers l'ACDI. Frère Garé Pierre, directeur général du centre, se félicite du parcours du Canada Technique qui a fêté en décembre dernier ses 40 ans d'existence. Il a renouvelé l'engagement du Canada Technique à offrir aux jeunes haïtiens la possibilité de recevoir une formation professionnelle de qualité et adaptée aux besoins du marché du travail. 4 filières leur sont proposées, a rappelé frère Pierre, citant les techniques de réseau, informatique, la télécommunication, l'électromécanique et la mécanique d'entretien industriel. Je dis à son grand jour pour nous, nous-mêmes dans le Canada Technique et aussi nous-mêmes frères du Sacré-Cœur, parce que Canada Technique, c'est une institution qui est créé par une communauté religieuse qui s'est frère du Sacré-Cœur par des vaillants missionnaires canadiens, parce que c'est eux-mêmes qui créé, qui fondé EFSA, belle EFSA. Et depuis environ 40 ans, nous travaillons dans la formation professionnelle. Et nous toujours travaillons pour nous bailler une formation de qualité. Et donc, il y a de cela 5 ans, depuis que nous avons cherché qui est capable de porter des innovations pour nous capable de une formation qui est adaptée selon besoin du marché du travail là,
Donc, nous avons fait des demandes auprès de l'ACDI et demandes ça étaient positives pour nous-mêmes. Et actuellement, depuis lors, nous changé de filière que nous avons gagné. Nous passons à 4 nouveaux filières qui sont informatique, qui c'est technique de réseau informatique, qui c'est télécommunication, qui c'est électromécanique et mécanique d'entretien industriel. Donc, je dis à son grand jour pour nous. Son jour, premièrement, pour nous remercier le gouvernement canadien et aussi le peuple canadien parce que c'est l'agent Taxio, quand même, qui investit là, je dis. Et aussi, en occasion pour nous remercier le gouvernement haïtien parce que, veut ou pas, c'est le gouvernement haïtien qui te bénédiction pour le projet ça capable d'atterrir ici là je dis. On a pensé tout pour nous ajouter d'autres filières. Nous avons 4 filières que nous avons actuellement, c'est la télécommunication, c'est technique de réseau informatique, c'est électromécanique et ensuite la mécanique d'entretien industriel. D'autres filières que nous avons pensé nous ne sommes pas capables de révéler qui ça est, mais dans le jour qui a venu, nous avons connaître. La secrétaire d'État à la formation professionnelle, Marina Gourgue, qui a préparé la cérémonie, a félicité les responsables du CFTPH et leur assuré de la volonté du gouvernement de continuer à les encadrer. Le pays est ouvert aux investissements. Il a besoin d'ouvriers compétents et qualifiés, a dit Mme Gourgue, très élogieuse envers le Canada technique qui privilégie l'approche par compétence. Matin, nous, là, c'est pour l'inauguration locaux Centre de formation professionnelle d'Haïti, qui est plus connu sous le nom Centre Canada Technique, qui a 40 ans d'existence. Et nos partenariats que nous fait avec ACDI, avec le gouvernement canadien, ils ont rénové entièrement le centre pour jeunes, pour la population. Et ils ont 4 nouveaux ateliers avec des équipements très modernes, adaptés. Et c'est le système approche par compétence que nous allons enseigner dans le centre. Donc nous-mêmes en tant que représentants de l'État, comme secrétaire d'État formation professionnelle, Centre Canada Technique, son centre subventionné, c'est fait partie de la congrégation Frères du Sacré-Cœur. Donc son devoir pour nous la matin, pour nous appuyer, pour nous féliciter et puis pour nous encadrer pour la formation professionnelle. Centre Canada passé de présentation, au centre qui a 40 ans d'existence, même avec INFP qui en décembre tout est fêté 40 ans d'existence. Donc nous-mêmes, nous là pour appuyer tout centre privé, tout centre public, tout centre subventionné. Et dans la vision président Martelly pour doter tout pays de centres de formation professionnelle, donc nous venons là pour nous capables de voir exactement qui ce gouvernement canadien a apporté pour nous-mêmes pour nous capables de réaliser dans limite pas nous toute meilleure formation capable de pour jeunes puisque si a parlé de Haïti ouvrir pour business nous besoin de main d'œuvre qualifiée parce que les entrepreneurs viennent là nous bouquer ouais que c'est dominicains philippins c'est moun ça qui prend place jeunes haïtiens parce que pas fait confiance vraiment au niveau de main d'œuvre donc c'est pour ça que nous travaillons pour nous renforcer main d'œuvre haïtienne pour plus jeunes capables de travail dans le pays. Et pour sa part, le chargé d'affaires du Canada en Haïti, Gilles Rivard, a indiqué que l'apport de son pays, Canada Technique, depuis 40 ans, se situe autour de 23 millions de dollars, des fonds qui aident l'institution à se positionner parmi les centres de formation technique de référence et les mieux équipés de la Caraïbe. L'avenir d'un pays et son développement économique dépendent en grande partie de la qualité de la formation offerte à ces jeunes, a ajouté le diplomate canadien. Un appui qui a commencé il y a une quarantaine d'années avec l'appui du Canada. Ça représente 23 millions de dollars au cours de toutes ces années. Ça représente le travail infatigable des frères de l'instruction chrétienne qui ont démarré ce site il y a une quarantaine d'années et aussi des résultats extrêmement important pour Haïti dans le domaine de la formation technique est essentiel pour fournir le personnel qualifié pour les entreprises que les entreprises haïtiennes ont grandement besoin pour assurer l'avenir du pays. Donc pour nous, et ça représente une des priorités du gouvernement canadien, de faciliter le développement économique du pays. Alors c'est tout ça ensemble. Donc je pense que c'est un grand jour pour Haïti, un grand jour pour le Canada et un grand jour pour le Collège Canada. Et regardez l'édifice là, et je pense qu'on a tout lieu d'être satisfait. Il y a ici de la technique pour la formation. Il y a aussi, je viens de vérifier, d'examiner plusieurs classes. Il y a des instruments de technique de pointe. Ici, on vient de m'apprendre que la formation de la soudure à l'aluminium, qui est unique en Haïti. Et il y a plusieurs des personnes avec lesquelles j'ai visité ce site qui me disent que c'est probablement un des centres les mieux équipés de toute la Caraïbe. Alors, ça peut devenir un modèle non seulement pour Haïti, mais pour la région. Je pense que c'est important pour Haïti. Je pense qu'Haïti doit profiter de cette occasion
pour faire la publicité de ce centre. Peut-être qu'il y aurait des gens de la Guadeloupe, de la Martinique qui pourraient venir ici suivre la formation. Il y a des entreprises haïtiennes, d'après ce qu'on me dit, qui sont prêts à envoyer leur personnel pour faire de la formation continue. Donc, à mon avis, c'est excellent pour le pays. Le centre culturel Pied-Poudré reprend ses activités 4 ans après la fermeture de son local sérieusement endommagé lors du séisme de janvier 2010. Le nouveau local est situé sur la route de Bourdon, numéro 312, à côté de l'université CISA. Il est financé notamment par la Focale et des bibliothèques sœurs des États-Unis et d'Amérique, informe Paula Clermont-Payant, responsable du centre. La réouverture du centre culturel Pied-Poudré coïncide avec son 25e anniversaire. Le Pied-Poudré était fondé le 27 avril 1989 et aujourd'hui, nous avons demain, alors, nous avons un quart de siècle à 25 ans. Nous dit que le tremblement de terre là, tu prends nous dans Crissois, un local dans Crissois, côté nous passé 20 ans. Et donc, il presque détruit un bon parti dans ça nous possédé. Okay, surtout dans l'Ivio. Aujourd'hui, nous avons loisir, nous avons possibilité de propre local nous, que nous les chez maîtresse. Et donc, nous profitons de remercier tout le monde, toute institution d'abord qui contribue à nous local ça. C'est Focal et puis American Library Association, Orange County Library, c'est de bibliothèque sœur qui aux États-Unis, et puis Friends of Focal, c'est des amis, un groupe de amis Focal, Association Monique Calix de Paris, et puis Wallonie-Bruxelles International en Belgique. Mission Pied-Poudré, normalement, c'est contribuer activement dans la promotion culture nationale. Mais nous chita essentiellement sous jeunes qui dans la communauté de base. OK? Bon, axe principal d'intervention Pied-Poudré, nous dit, c'est formation, l'animation, l'appui à la création, l'incitation à la lecture par le biais de bibliothèques qui gagnent là-dedans une dizaine de milliers de livres. Dans plusieurs villes de province, nous tissons de liens culturels. Nous dit tout, travail avec jeunes, nous contribuer à l'accès au théâtre, à la poésie, à la production littéraire et artistique. Nous dit apprentissage ça fait contribuer à restituer à jeunes un droit fondamental qui est le droit à la création, le droit à la beauté et donc le droit à la vie. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Les États-Unis accentuent la pression sur Haïti pour la réalisation des prochaines élections. Dans une note rendue publique ce jeudi 24 avril, l'ambassade des États-Unis rappelle que dans le projet de loi de finances du Congrès américain voté en janvier dernier, il est indiqué que l'aide financière au gouvernement haïtien ne sera pas décaissée tant que des mesures ne sont pas adoptées pour l'organisation des élections. La représentante de la Floride à la Chambre des représentants, Lena Ros-Lehtinen, juge inacceptable les retards enregistrés dans le processus électoral. Il est temps que les sénateurs haïtiens votent les amendements à la loi électorale, ajoute Mme Lehtinen, soulignant que le Congrès américain suit de près le processus alors qu'il examine son programme d'assistance étrangère. Le débat était le mercredi au Sénat sur le nouveau gouvernement qualifié d'anticonstitutionnel par des sénateurs de l'opposition, arguant que l'arrêté de nomination fait état de la démission des membres du cabinet ministériel. L'Assemblée des sénateurs a par ailleurs approuvé à l'unanimité la proposition de loi sur la traite des personnes. Le président ukrainien a annoncé la reprise de l'opération antiterroriste lancée contre les séparatistes de l'Est. Cette décision intervient après la découverte de 2 corps portant les traces de torture. La Russie répondra si ses intérêts sont attaqués en Ukraine, indique le chancelier russe Sergei Lavrov. Le retour gagnant de l'Américain Michael Phelps, l'athlète le plus titré de l'histoire olympique, a remporté sa série du 100 mètres papillon au Grand Prix de natation Mesa en Arizona ce jeudi pour sa première compétition depuis les Jeux olympiques 2012 de Londres. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Territorial.